Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le marché de Dantokba, l'un des plus grands marchés en plein air d'Afrique de l'Ouest, s'étend sur une vingtaine d'hectares et existe à Cotonou depuis plus d'un siècle. Il sera bientôt délocalisé, cédant ainsi la place au nouveau marché urbain. Des femmes provenant de tous les groupes socio-professionnels du Bénin prennent part au Forum national des femmes leaders. À cette occasion, la présidente de l'Institut national de la femme a mis en avant la nécessité d'impliquer les femmes au foyer pour garantir le bien-être économique. À la page inter, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel se rendront à Moscou pour des consultations avec la Russie. Cette rencontre vise à renforcer les relations entre les deux parties. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Pendant des décennies, le marché de Dantokba a rythmé la vie économique de Cotonou, un labyrinthe animé où se croisent commerçants et clients. Aujourd'hui, ce poumon commercial s'apprête à une transformation majeure. Sa délocalisation, ce projet soulève de nombreuses préoccupations du côté des commerçants, amélioration des conditions de vie des vendeurs, modernisation des infrastructures. Suivons le reportage. Le marché de Dantokba est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la sous-région ouest africaine. C'est aussi le carrefour de l'Afrique consumériste où se mêlent toutes les monnaies et nationalités de la sous-région. Le marché Dantokba s'étend sur une superficie de plus de 20 hectares. Ces jours sont désormais comptés. Les commerçants seront déplacés vers de nouveaux marchés dont plusieurs sont en construction. Le marché de gros d'Akasato est destiné à accueillir les vendeurs. Il ouvre ses portes le 31 décembre 2025. L'annonce a été faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce sur la chaîne nationale. Il n'y aura plus de marchands à Dantokba. Nous sommes en train déjà de faire les recensements au niveau de Dantokba. Nous avons également pratiquement fini le travail sur la répartition des usagers. Laissez-nous encore un peu de temps. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail. Mais une chose est certaine, au 31 décembre 2025, à Kassato, le marché donc de gros sera opérationnel, exploité, installé. Donc au 31 décembre 2025, Dantokba il n'y aura plus de marchands là-bas. Donc le quartier continue à s'appeler Dantokba. En tout cas, ça ne sera plus le marché de Dantokba. Dans le rang des commerçants, les avis sont partagés. La question que nous-mêmes nous posons est que quoi? Est-ce que dès que cette délocalisation aura lieu et qu'on va nous transférer dans d'autres marchés et autres, est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur notre chiffre d'affaires ou bien sûr le rendement? Parce que déjà qu'ici, le fait que le marché est ici, ça permet aux gens qui sont à proximité de venir procurer ce dont ils ont besoin auprès de nous. Maintenant, nous-mêmes qui sommes des commerçants et qui sommes des gérants et autres, nous sommes situés pas très loin de la zone. Maintenant, dès que ce marché sera déplacé, j'aurais appris que c'est vers Akasato qu'ils vont nous transférer. Nous qui sommes déjà habitués à ce marché, puisque ici par exemple, on est déjà habitué au marché, on sait comment ça se fonctionne, on a à peu près une idée de comment des moments où il y a la vente, des moments où on ne peut pas trop espérer du marché comme ça en tant que tel et autres. Et puis nous avons déjà nos clients cibles. Maintenant, une fois cette délocalisation, vraiment, pour moi, je me dis toujours que peut-être que c'est une erreur comment on appelle, l'État est en train de faire en voulant déplacer le marché d'ici. Nos grands-papas nous ont dit que le marché là, ça ne se crée pas. Moi, je n'apprécie pas. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Les nouveaux marchés qu'ils venaient de construire maintenant, moi ici à Papa, le marché de Midombo par exemple, et le Béninois a une habitude. Si un endroit est propre, il a l'intention en même temps que les choses sont chères. Il préfère aller là où les choses sont moins chères. Ces dernières années,
le marché de Dantokba a été touché par des incendies, ce qui a incité les autorités à réfléchir à son réaménagement. La transition vers les nouveaux marchés pourrait présenter des défis aux vendeurs qui dépendent de ce lieu pour leur subsistance. Quitter Porto Novo pour Akasato, aller-retour chaque jour, ça ne sera pas une tâche facile. Maintenant, nous-mêmes, nous savons très bien, tel que la vente est en train de fonctionner ces temps-ci, n'est pas les mêmes par rapport à avant. Maintenant, même ici qu'on est, depuis un certain temps, après les fêtes, après qu'on a fêté et la Noël et autres, le marché qu'on appelle a connu un déclin. Si bien que la façon dont nous avions l'habitude de vendre et autres, ça a baissé, ça a chuté. Imaginez-vous un instant, quand on nous déplace à Kassato, comme on est en train de le dire, et que le marché fonctionne toujours dans cet élan. Vous êtes d'accord avec nous que nous, en tant que commerçants, on sera découragés, non seulement découragés, mais comment on appelle, chaque fois, et notre capital sera chuté, aurait une répercussion sur, comment on appelle, et nos fonds tout et tout, si bien que nous allons vouloir déposer les armes. Vous imaginez combien de personnes qui le marché Dantokba nourrit aujourd'hui? Bon, ça va agir sur la population et c'est le chômage total. Les commerçants font des suggestions. Les 31 qui sont en train de dire là, c'est un peu prochain. Si toutefois on peut encore nous laisser encore un peu de temps, peut-être des gens, disons, 1 à 2 ans comme ça, bon, cela peut nous aider à nous préparer pour voir et savoir quoi faire. Sinon, déjà le 31, c'est un peu tôt. Et je propose au gouvernement de ne plus délocaliser le marché Dantokba parce que le marché Dantokba n'a pas été créé. Le grand marché de Dantokba sera donc fermé. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la rupture. Plus de 30 000 marchands seront relogés dans le nouveau marché de Gros qui s'étend sur une superficie de 168 hectares. Autre information dans cette édition réunie autour du thème le bien-être économique de la femme au foyer, des femmes venues de tous les groupes socio-professionnels et départements du pays prennent part au Forum national des femmes leaders du Bénin. À cette occasion, la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Nyankacha, a rappelé la nécessité d'impliquer pour le bien-être économique des femmes au foyer. Romaric Dossa pour le compte-rendu. Le bien-être économique de la femme au foyer, c'est le thème central autour duquel seront convergées les idées au cours des 2 jours que va durer la 2e édition de cette rencontre du réseau des femmes leaders africaines, chapitre du Bénin, Aouline Bénin. Pour les organisateurs, ce thème résonne avec force car il met en évidence une réalité souvent ignorée. Le bien-être économique de la femme au foyer n'est pas simplement une question d'indépendance financière. Il s'agit d'une question de droit, d'égalité et d'autonomisation. Quand une femme au foyer est valorisée pour son travail et lorsqu'elle a accès aux ressources économiques et a des opportunités de formation, elle prend le contrôle de son avenir et peut à son tour influencer positivement son environnement familial et social. Il est difficile de déterminer avec précision la proportion exacte de femmes béninoises bénéficiant des initiatives en faveur de leur autonomisation, car les données varient selon les programmes et les régions. Ces efforts montrent une volonté d'inclusion, certes, mais des défis subsistent pour atteindre toutes les femmes, en particulier celles au foyer, des zones rurales ou marginalisées. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme du Bénin ont rehaussé de leur présence l'événement. Scotché au thème de l'édition, la situation financière des femmes au foyer a été déplorée. Comment donc l'améliorer? C'est là le principal objet au cœur des préoccupations. Pour ce qui concerne nos femmes au foyer, elles accomplissent un travail quotidien indispensable, souvent non rémunéré et sous-évalué. Ce travail qui inclut les soins aux enfants, l'entretien du foyer et le soutien aux proches est le pilier de nos familles et de notre chère société. Il est temps de reconnaître officiellement cette contribution
et de la valoriser à sa juste valeur. Nous ferons bien maintenant et nous ferons bien pour la suite de fortement impliquer les hommes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, avec leur contribution, de rompre avec les clichés des rôles stéréotypés et de promouvoir un partage équitable des tâches domestiques. Cela ne sera pas simple. Mais face à un devoir et quand on est en mission, on se ceint les reins et on avance. Saignons-nous donc les reins pour contribuer aujourd'hui à changer demain la vie des femmes, des jeunes filles d'aujourd'hui, pour que demain, elles puissent se consacrer à d'autres combats. Plusieurs partenaires accompagnent cet événement, notamment l'ambassade des Pays-Bas à travers l'IGD. Après avoir salué l'initiative, ils réaffirment leur engagement à toujours œuvrer aux côtés de Aouline Bénin pour le bien-être des femmes. En accord avec l'ambassade des Pays-Bas après le Bénin, l'IGD a décidé d'accompagner la présente rencontre et je voudrais réitérer notre volonté de nous associer à vos initiatives et aux valeurs que nous partageons ensemble. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes est l'une des clés de la transformation sociale. À long terme, notre but devrait donc être que ce travail domestique soit partagé équitablement entre les sexes et que la femme gagne son propre argent. Je suis convaincu que l'autonomisation des femmes est non seulement une question de justice sociale, mais aussi une opportunité pour tous. Nous avons besoin de femmes leaders. La photo de famille et la visite des stands ont mis un terme à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre du Forum national des femmes leaders, édition 2025. Dans le reste de l'actualité, la transmission des métiers au sein des familles est une pratique courante dans de nombreuses sociétés, mais elle soulève des questions cruciales sur l'autonomie des jeunes. Un parent peut-il forcer son enfant à exercer son métier? La réponse dans cet élément. Les parents ont l'obligation de suivre les enfants jusqu'à un certain niveau. Mais après, quant à l'option que l'enfant doit prendre, cela revient à l'enfant de choisir ce qu'il doit faire, en particulier son métier. Parce que c'est l'enfant qui va suivre, l'enfant qui va bénéficier des retombées de la carrière qu'il va embrasser. Les inconvénients, c'est l'enfant. Mais à chaque fois, il faut donner la possibilité aux enfants de choisir. À la rigueur, on peut leur proposer ça, ça et ça. Et quitte à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Parce que, n'oublions pas, il y a un danger quand il y a obligation. Il y a un danger quand il y a imposition. Il y a un danger quand on force quelqu'un à faire quelque chose. Surtout que lorsque la chose est contre sa volonté. Du coup, il arrive souvent des moments où, à force d'imposer un métier, une carrière, parce que déjà, si le papa est médecin, on le force à devenir médecin. Quand il est ingénieur des travaux publics, on le force à faire les travaux publics. Je pense que ce n'est pas bon parce qu'à la longue, ça entraîne des maladies psychologiques chez l'enfant. Par exemple, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui relève de la psychiatrie. Si bien que les enfants à qui on a imposé quelque chose là vivent dans deux mondes. Ce n'est pas parce que le papa est médecin qu'il a un bras long dans le secteur de la santé que forcément l'enfant doit embrasser une carrière dans la médecine. Chaque enfant porte en lui un germe qu'il est amené à développer. Et si le choix du parent n'est pas compatible avec ce que l'enfant porte en lui, ça va générer forcément un conflit. Un conflit par la suite. Et par-dessus tout, un conflit psychologique, si possible psychiatrique. Et si dans ce contexte, l'enfant, à un moment donné, a eu à échanger avec son papa
pour que ce dernier sache raison garder, pour que ce papa vienne à accepter le choix que lui, l'enfant, fait, parce qu'après tout, il est responsable de sa carrière. Et si, par-dessus tout, parfois c'est la position de l'enfant qui l'emporte et à la suite, on voit des désastres, par la suite, l'enfant est en droit de dire, en son temps, j'avais refusé. Dans ce contexte-là, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants et savoir respecter le choix de chacun. Et savoir concéder. Les parents doivent apprendre à concéder. Et dans certaines mesures, les enfants aussi doivent savoir écouter ce que leurs parents disent. Mais par-dessus tout, c'est le choix de l'enfant qui est privilégié. Parce que c'est lui qui emporte la responsabilité, c'est lui qui veut embrasser sa carrière et sa carrière doit lui donner satisfaction. Et je m'en vais demander aux parents qu'à un certain moment, il faut savoir écouter les parents, les enfants du moins. Il faut savoir observer les enfants. Il faut savoir les écouter pour voir ce qui est bon pour eux et non ce que les parents veulent qu'ils fassent. Comme ça, on éviterait beaucoup de dégâts sociaux. En interactualité au Niger, une cinquantaine de personnes, dont des anciens ministres du régime civil, renversés en juillet 2023 par un coup d'État, ont été remis en liberté, conformément aux recommandations des Assises nationales de février. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la junte au pouvoir, le reportage. Ils étaient militaires, ministres ou encore responsables dans le gouvernement déchu. Au Niger, la junte militaire a annoncé la libération de 50 personnes. Lors d'une allocution à la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement a dévoilé les noms de ces personnalités sur le point d'être libérées. Des libérations conformes aux recommandations des Assises nationales de février dernier. Parmi elles figure aussi un ancien ambassadeur et un journaliste accusés d'être impliqués dans des tentatives de coup d'État survenues dans les années 2010. Retenu avec son épouse depuis la chute de son régime, le président Mohamed Bazoum est maintenu en détention. Une situation que dénonce l'ONU qui parle de détention arbitraire. Pour rappel, le Niger est dirigé par un régime militaire depuis le coup d'État de juillet 2023, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, investi président de la République en mars 2025. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso entament ce mercredi une visite à Moscou sur invitation de leur homologue russe, Sergei Lavrov. Cette rencontre dénommée première session des consultations Alliance des États du Sahel ambitionne de renforcer les relations entre Moscou et ces trois pays dirigés par des militaires suivants. Ils sont attendus à Moscou pour évoquer les questions de sécurité dans la sous-région. Les 3 et 4 avril prochains, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES rencontreront en Russie leur homologue Sergei Lavrov. Au programme de leurs échanges, la question du renforcement de la coopération dans des domaines tels que la sécurité, la défense et le développement économique. Les 3 pays collaborent déjà avec la Russie sur des projets énergétiques et miniers. Ils ont également bénéficié de l'assistance militaire des mercenaires du groupe russe Wagner. Une visite qui intervient après le retrait de l'AES de plusieurs organisations internationales et l'annonce de la création d'une force militaire conjointe composée de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme régional. Ce voyage marque également le premier déplacement officiel des pays membres de l'AES depuis sa création en 2024. La Confédération réunit 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, tous marqués par des coups d'État entre 2020 et 2023. La junte au pouvoir en Guinée a annoncé ce mardi la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution. Après le coup d'État de septembre 2021, le président Doumbouya s'était engagé à organiser un référendum constitutionnel et transférer le pouvoir aux civils avant la fin 2024. Une échéance qui n'a pas été tenue, le reportage. En Guinée, un référendum se tiendra le 21 septembre prochain pour l'adoption de la nouvelle constitution. L'annonce a été faite mardi soir à la télévision publique par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, lisant un décret présidentiel.
Au pouvoir depuis qu'elle a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, la junte a manqué plusieurs de ses promesses concernant le transfert du pouvoir aux civils. Le colonel Mamadi Doumbouya dirige le pays d'une main de fer. Il avait promis dans ses vœux de nouvel an que 2025 serait une année électorale cruciale afin de parachever le retour à l'ordre constitutionnel, mais sans aucune indication de calendrier. Sous la pression internationale, les militaires s'étaient initialement engagés à organiser un référendum constitutionnel et à transférer le pouvoir à un gouvernement issu d'élections avant la fin de 2024. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a récemment pris la décision d'accorder une mesure de grâce à 3 ressortissants américains condamnés à mort en mai dernier. Ces derniers avaient été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de tentative de coup d'État après avoir été impliqués dans un incident survenu dans la capitale. Suivant. Ils avaient été condamnés à la peine de mort pour avoir participé à une tentative de coup d'État. En République démocratique du Congo, 3 ressortissants américains viennent d'être graciés par le président Félix Tshisekedi. Une grâce présidentielle qui convertit les peines de mort prononcées en condamnation à la prison à perpétuité. Décision qui intervient alors que le pays tente de négocier des accords sur les minéraux avec les États-Unis. Il pourra ainsi bénéficier d'un soutien en matière de sécurité afin de lutter contre les rebelles qui sèment la terreur dans l'est du pays. À la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme. Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés en mai 2024. Des hommes en uniforme avaient alors tenté de prendre le contrôle du palais présidentiel. Une tentative très vite déjouée par les forces de sécurité, mais le bilan est lourd. 2 policiers ainsi que 4 assaillants dont le meneur du groupe Christian Malanga ont été tués. À l'issue d'un procès, 33 accusés ont été condamnés à la peine de mort, parmi eux 3 Américains, dont Marcel Malanga, 21 ans, le fils du rebelle décédé. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé une série de droits de douane. Les mesures qui commenceront à être appliquées entre le 5 et le 9 avril comprennent un droit de douane général de 10% pour tous les produits importés. C'est après moi. Le président Donald Trump a annoncé mercredi des projets de tarifs douaniers radicaux. Cette décision du chef d'État américain s'inscrit dans le cadre de sa volonté de démanteler le système économique mondial. Alors que les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne totalisent plus de 47 milliards de dollars américains, des pays comme le Lesotho, Madagascar ou Maurice seront profondément affectés par ces nouveaux droits de douane qui peuvent être portés jusqu'à 50% pour le Lesotho notamment. Les droits de douane protègent notre pays contre ceux qui veulent nous nuire sur le plan économique et nous cherchons beaucoup de gens qui nous font du tort sur ce plan-là, peut-être pas de manière aussi évidente, mais ils nous ont causé un énorme préjudice économique, mais plus important encore, ces droits de douane vont nous donner une croissance comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Le niveau minimum appliqué par les États-Unis dans cette nouvelle politique tarifaire est de 10%, un pourcentage de droits de douane qui touche la majorité des pays africains. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et spolié par des nations proches ou lointaines, amies ou ennemies. Les travailleurs américains de l'acier, de l'automobile, les agriculteurs et les artisans qualifiés, beaucoup d'entre eux sont présents parmi nous aujourd'hui. Ils ont vraiment beaucoup souffert. Ils ont assisté avec angoisse au vol de nos emplois par des dirigeants étrangers, au saccage de nos usines par des tricheurs étrangers, à la destruction de notre beau rêve américain par des charognards étrangers. Alors que les exportations totales de marchandises des pays d'Afrique subsaharienne tels que le pétrole brut ou encore les véhicules automobiles et les vêtements représentent une part importante des échanges commerciaux entre ces deux continents, ces nouvelles taxes risquent d'impacter les secteurs manufacturiers africains en rendant les produits moins compétitifs sur le terrain. Ce sera donc tout pour cette session d'information. Merci pour votre aimable écoute. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.